Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la taille des capteurs, à leur définition et au crop factor. Bon visionnage. Dans une vidéo précédente, je vous ai détaillé les caractéristiques d'un objectif photographique et souligné l'importance capitale que celui-ci avait sur la qualité des images. L'autre élément qui vient ensuite est naturellement le capteur photographique. C'est en effet lui qui capture la lumière traversant les lentilles de l'objectif. En conséquence, il joue également un rôle majeur dans la qualité finale des images. Un capteur est complexe et cher à fabriquer. Ce qui influe grandement sur son prix sont ses dimensions. Il en existe donc de multiples tailles. Celle-ci varie en général entre 4,6 x 6,1 mm à 24 x 36 mm en hauteur-largeur. Il en existe bien sûr des plus petits et des plus grands, mais disons qu'ici nous sommes dans les tailles les plus courantes équipant nos appareils photo. Comparons sur ce schéma la taille des différents capteurs que j'ai sélectionnés. Le plus grand de notre sélection est le capteur de dimension 24 x 36 mm, encore appelé capteur full frame. Ensuite, on trouve les capteurs APS-C de dimension plus ou moins 15 x 23 mm. Je dis bien plus ou moins car il existe en effet de légères différences de taille suivant les constructeurs. Après, nous avons les capteurs nommés 4 tiers de dimension 13 x 17,3 et puis les capteurs 1 pouce de dimension 8,8 x 13,2 et puis les capteurs 1 sur 1,7 pouces de dimension 5,7 x 7,6 et enfin les capteurs 1 sur 2,3 pouces de dimension 4,6 x 6,1. Comme vous pouvez le constater, les dimensions sont bien différentes et cette différence est même énorme entre le plus petit et le plus grand des capteurs. Comme vous vous en doutez, les plus petits capteurs sont moins chers à fabriquer et équipent de ce fait les appareils bon marché. Je dirais qu'à partir de 1 pouce et au-delà, on commence à trouver de très bons appareils photo. Pourquoi cela ? Quelle est l'influence de la taille du capteur sur mes images? Pour le comprendre, il me faut encore introduire quelques notions. Chaque capteur a une définition exprimée en mégapixels, autrement dit en millions de pixels. Actuellement, on tourne entre 12 et 50 mégapixels pour les modèles les plus courants. Prenons pour notre exemple un capteur de 20 mégapixels. Pour créer cette image de 20 millions de pixels, le capteur capture les photons émis par la lumière sur sa surface sensible. Ceux-ci sont capturés dans des pouilles à photons nommées photosites et ensuite numérisés. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur le capteur. Ceci étant dit, vous comprendrez aisément que suivant la dimension du capteur, la taille des photosites le composant est plus ou moins importante. Plus le capteur est grand, plus ceux-ci ont une taille importante. Or, plus la surface d'un photosite est grande, plus il peut capturer de photons. Cela a son importance car ce sont ces derniers qui composent le signal utile qui va être numérisé. Malheureusement, nos photons ne sont pas les seuls qui vont être numérisés. En effet, sans entrer dans les détails, notre appareil génère ce que l'on appelle du bruit électronique. Ce bruit s'ajoutant à nos photons va aussi être numérisé. Or, plus il y a de photons par rapport au bruit électronique, meilleur est le signal. Par analogie et pour mieux comprendre, imaginons un seau de 10 litres rempli d'eau et représentant nos photons et donc le signal. Si je mélange dans ce seau une cuillère à café de sel représentant le bruit électronique et ensuite vous verse un verre d'eau, il y a peu de chances que vous trouviez cette eau salée. Le bruit, autrement dit le sel, est noyé dans le signal, autrement dit l'eau. On dit que le rapport signal-bruit est élevé. Si par contre je mélange 1 kg de sel dans cette eau et vous verse un verre, vous la trouverez certainement imbuvable. Le bruit, le sel donc, est fortement présent et dénature mon signal, l'eau. Le rapport signal-bruit est faible. En conclusion, un capteur de grande taille présente souvent un meilleur rapport signal-bruit. Je dis bien souvent car le capteur ainsi que toute l'électronique présente sont des éléments complexes. Le bruit présent va donc dépendre de la qualité des composants et de la gestion du bruit électronique, bref, du savoir-faire du constructeur. Pour toutes les raisons citées avant, un capteur de grande taille est donc souvent plus sensible à la lumière. Ceci permet de réaliser des images de relativement bonne qualité en basse luminosité. Du fait que le rapport signal-bruit est normalement meilleur, on peut aussi plus facilement monter en ISO. Monter en ISO revient à amplifier le signal et aussi le bruit. Donc meilleur est le rapport signal-bruit, plus vous pourrez monter en ISO sans trop dégrader l'image. Remarquez par exemple que lorsque vous augmentez la sensibilité, ce sont les zones sombres qui sont les plus dégradées. C'est logique puisque c'est précisément dans ces zones que le signal est le moins présent. Autrement dit que le rapport signal-bruit est le plus faible.
Pour en terminer, on peut mentionner sans entrer dans les détails que plus les photosites sont petits, plus le capteur est sensible à la diffraction, un phénomène optique qui apparaît passer une certaine valeur de fermeture du diaphragme de l'objectif. Passons à présent à la définition du capteur, autrement dit le nombre de pixels et l'influence que cela a sur nos images. Argument de vente par excellence, c'est le nombre de points dont est constituée votre image. Celle-ci est composée de x points en longueur fois y points en largeur. Actuellement, on tourne autour des 12 à 50 mégapixels, autrement dit entre 12 et 50 millions de pixels. Alors de combien de pixels ai-je besoin? Pour répondre simplement, on peut dire que ce nombre dépend de ce que vous allez faire de vos photos. Si c'est uniquement pour les visionner sur votre écran ou les partager sur le web, une définition de plus ou moins 2 mégapixels est bien suffisante. Par exemple, un écran HD a une définition de 1920 x 1080 pixels, autrement dit 2 73 600 pixels. Disons 2 mégapixels pour faire simple. Si vous affichez sur la totalité de cet écran une image composée de plus de points, par exemple 4 mégapixels, l'image devra être rééchantillonnée, c'est-à-dire que l'image 4 mégapixels va devoir subir une transformation pour ne plus faire que 2 mégapixels. Il se peut même que ce rééchantillonnage produise une image moins bonne que si elle avait été directement au bon format de 2 mégapixels, bien qu'en général les algorithmes font du bon boulot quand il s'agit de réduire une image de taille. Si vous imprimez en format photo 10 x 15, un capteur de 2 mégapixels est bien suffisant. Vous ne remarquerez aucune différence avec un capteur 20 mégapixels. Alors, on peut se poser la question, pourquoi avoir des capteurs de bien plus haute définition que 2 mégapixels? Tout d'abord, il existe des écrans avec de bien plus haute définition que 1920 x 1080. Par exemple, les TV très haute définition 4K ont un nombre de pixels de 3840 de large x 2160 de haut, soit plus de 8 mégapixels. Ensuite, vous voudrez peut-être imprimer en plus grand format que 10 x 15. Ok, mais de combien de pixels ai-je besoin si je souhaite imprimer en grand format et avoir une image nette? Pour le comprendre, il me faut introduire une nouvelle notion. Je veux bien entendu parler de la résolution de l'image. La résolution, qui est exprimée en dpi, dot per inch, est le nombre de points par pouce constituant l'image destinée à être imprimée. Une image à 300 dpi comprend donc 300 points par pouce. Le pouce valant 2,54 cm, vous avez 300 points pour 2,54 cm. Notez que pour les écrans, on parle plutôt de ppp, c'est-à-dire pixels par pouce. Pour faire simple, je parlerai ici de dpi aussi bien pour les écrans que pour les impressions. Sachant que vous allez regarder l'image avec votre œil, il faut que les points soient assez serrés entre eux afin que vous ne les distinguiez pas et donc que votre image vous semble nette. C'est ici qu'intervient la résolution de l'image ainsi que celle de votre œil. Sans rentrer dans les détails, 300 dpi est plus que suffisant si vous regardez votre image à environ 25 cm de distance. Les points seront tellement serrés entre eux que vous ne les distinguerez pas, votre œil en est incapable. Regarder l'image de plus près ne sert à rien non plus car votre œil est incapable de faire une mise au point nette sous cette distance. Faites le test. Approchez un doigt de votre œil et vous verrez qu'il n'est plus net sous environ 25 cm. Cela dépend évidemment de votre œil, mais 25 cm est une bonne valeur moyenne. Donc, en résumé, 300 dpi est plus que suffisant pour des personnes ayant une excellente acuité visuelle. En pratique, 240 est même bien suffisant. Mais restons sur nos 300 pour poursuivre l'explication. Chaque fois que vous doublez la distance entre votre image et votre œil, vous pouvez diviser par 2 le nombre de dpi nécessaires afin que l'image vous semble nette. En effet, plus l'image est éloignée, moins votre œil pourra distinguer les points qui la composent et donc moins il en faudra. Ce qui donne donc 150 dpi pour 50 cm, 75 pour 1 mètre, 38 pour 2 mètres, etc. Pensez à nouveau aux TV haute résolution 4K qui ont, je le rappelle, un nombre de pixels de 3840 de large x 2160 de haut, soit plus de 8 mégapixels. Le bourrelet de celle-ci fait bien souvent plus de 1 mètre de large. Pour faire simple, disons que notre TV fait 1 mètre de largeur. La résolution d'une telle TV est donc de 3840 divisé par 100 cm égale 38,40 points par centimètre. Je multiplie par 2,54 pour avoir la valeur en pouces. Ceci me donne plus ou moins 96 dpi. L'image vous semble pourtant excellente avec seulement 96 dpi. La raison en est simple, vous ne regardez pas votre TV à 25 cm de l'écran, vous vous éloignez. Regardez par exemple cette image. Sa largeur est de 20 cm et elle compte 1 point par centimètre. C'est donc une résolution de 2,54 dpi. Votre écran faisant certainement plus de 20 cm, vous la voyez probablement agrandie.
Dans ce cas, sa résolution est même moindre que 2,54 dpi. Si vous regardez cette image à une distance normale de votre écran d'ordinateur, vous ne distinguez pas grand-chose, voire rien du tout. Faisons un test. À mon signal, mettez la vidéo sur pause, et puis éloignez-vous de votre écran pour voir si vous trouvez ce que représente cette image. Allez-y, mettez sur pause. Si vous vous êtes assez éloigné, vous avez dû remarquer qu'il s'agissait d'un train. Vous voyez clairement que le nombre de dpi nécessaires est influencé par la distance. Recommençons. La même image, mais cette fois-ci en 10 pixels par centimètre, c'est-à-dire 25 dpi. Ici, vous voyez déjà clairement le train. Vous voyez aussi les pixels constituant l'image. Faites de nouveau pause et éloignez-vous. Vous constatez qu'à une certaine distance, vous voyez l'image nette et n'êtes plus capable de distinguer les points. Une dernière pour terminer. Ici, nous sommes à 50 pixels par centimètre, soit 127 dpi. Même avec cette faible résolution, regardez comme cela est déjà net à distance raisonnable. Il faut vous approcher pour voir les points. En résumé, plus vous regardez votre image de loin, moins vous avez besoin d'une haute résolution pour qu'elle vous semble nette. Prenons un autre exemple et cette fois-ci tentons de savoir de quel nombre de dpi j'ai besoin pour imprimer une image nette suivant le format. Disons que nous imprimons maintenant une image de 2 mégapixels au format 15 x 10. Elle est donc au format 3,5 et disons qu'elle comprend 1740 x 1160 pixels, soit 2 mégapixels environ. J'aurai donc 1740 pixels pour 15 cm de large et 1160 pixels pour 10 cm de haut. Si je divise 1740 par 15, cela me donne 116 pixels pour 1 cm. Je multiplie par 2,54 pour avoir la valeur en dpi et cela me donne 295 dpi, ce qui est largement suffisant. Voilà pourquoi une image de 2 mégapixels est bien suffisante pour des tirages 15 x 10. Vous pouvez même l'imprimer en plus grand, bien sûr. Vous aurez simplement moins de points par pouce. En 30 x 20, j'aurai 295 divisé par 2, soit 147 dpi. En 60-40, j'aurai 295 divisé par 4, soit 74 dpi, etc. Eh bien, si je regarde cette image à plus d'1 mètre, mon œil sera incapable de voir les points la constituant. Elle sera donc nette. Évidemment, si vous la regardez à 25 cm, vous verrez les points et elle vous paraîtra floue. C'est pour cette raison que même pour des grands tirages, certains préfèrent une haute résolution. Ils ne veulent pas qu'on voit les points si l'on se rapproche. Ils impriment donc systématiquement à 240 dpi ou plus. Si je regarde sous Photoshop via l'option taille de l'image du menu image, je vois que pour cette image de 12,7 mégapixels, 4374 x 2916 pixels, je peux imprimer en format 46 x 30 à 240 dpi. Très bien, mais jusqu'à quelle taille puis-je imprimer à disons 240 dpi en fonction de la définition de mon capteur? Pour le savoir, vous pouvez utiliser Photoshop comme nous venons de le voir, si vous disposez de ce logiciel. Sinon, le plus simple est de chercher sur Internet un calculateur, ou encore d'appliquer simplement la formule suivante. Nombre de centimètres en largeur égale nombre de pixels largeur fois 2,54 divisé par le nombre de dpi. Pour la hauteur, le nombre de pixels en hauteur fois 2,54 divisé par le nombre de dpi. Pour illustrer cela, prenons un énorme capteur de 36 mégapixels me donnant des images composées de 7200 x 5000 pixels. Je pourrais donc les imprimer au maximum à une taille de 7200 x 2,54 divisé par 240 égale 76 cm et 5000 x 2,54 divisé par 240 égale 52,9 cm, soit une impression de 76 x 52 cm. Cela vous apparaît petit? N'oubliez pas qu'avec cette résolution, votre image vous paraîtra nette, peu importe à la distance à laquelle vous la regardez, en retenant qu'en dessous de 25 cm, cela ne sert à rien. À 120 dpi, votre image sera nette au-delà de 50 cm et pourra avoir une taille de plus d'1,50 m sur 1 m. Pensez aux affiches publicitaires ou aux écrans géants qui font plusieurs mètres de large. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dpi car ces supports sont prévus pour être regardés de très loin et à grande distance, les images de ces supports vous paraissent nettes. Vous êtes donc maintenant en mesure de déterminer à quelle résolution vous devez imprimer vos images en fonction du résultat souhaité. Vous êtes aussi en mesure de calculer leurs dimensions. Encore quelques remarques. Notez que chez la plupart des imprimeurs, les dpi sont calculés automatiquement en fonction de la définition de votre image, autrement dit du nombre de pixels la composant. De plus, la qualité d'impression va dépendre du matériel, du papier, du savoir-faire de l'imprimeur, etc. Le mieux est de vous renseigner sur l'imprimeur et de tester quelques tirages pour voir si cela vous convient.
Notez aussi qu'un logiciel comme Photoshop par exemple vous permet d'agrandir vos images en vue de tirage élevé sans baisser vos DPI. Pour ce faire et sans entrer dans les détails, vous indiquez une nouvelle taille d'image et celle-ci est rééchantillonnée à la hausse. Ceci va par contre dégrader la qualité de l'image. Notez enfin que tout comme votre œil, votre objectif a lui aussi un pouvoir de résolution. Certains sites comme DxOMark par exemple vous donnent une indication de la résolution des objectifs et celle-ci est bien souvent inférieure à la définition des capteurs. Notez aussi que disposer d'un capteur avec beaucoup de mégapixels permet de recadrer plus serré tout en conservant une bonne résolution. À présent, parlons du crop factor. Pour illustrer les propos qui vont suivre, prenons cette image. Imaginons que ce soit la vue que vous avez et que vous souhaitez photographier cet endroit. Vous sortez donc votre appareil muni d'un objectif, disons un 24 mm de focale. Celui-ci, de forme sphérique, projette ce que l'on nomme un cercle image au foyer de votre appareil photographique. Voici donc une représentation de l'image qui arrive dans la chambre noire de votre appareil photo. Seuls les rayons à l'intérieur du cercle traversent l'objectif. En réalité, l'image est inversée dans la chambre noire, mais par facilité de compréhension, faisons comme si elle ne l'était pas. Ce que vous voyez dans votre viseur ou sur l'écran LCD, ainsi que les images capturées, ne sont jamais de forme sphérique. Vous ne capturez en effet jamais l'ensemble du cercle image, mais une portion de celui-ci qui dépend de votre capteur. Ce dernier étant de forme rectangulaire, il faut donc que celui-ci soit inscrit dans le cercle image afin de capturer tous les rayons lumineux venant de l'objectif. Si ce n'est pas le cas, comme on le voit ici, les coins de l'image seront complètement noirs vu qu'aucune lumière n'est capturée au-delà du cercle. Cela ne devrait cependant jamais arriver vu que vous choisissez vos objectifs en fonction de la taille du capteur. Néanmoins, même si l'objectif est parfaitement adapté au capteur, comme on le voit ici, certaines de vos images peuvent être assombries dans les coins. Ce phénomène, appelé vignettage, est plus ou moins prononcé. Il dépend de l'objectif, de l'ouverture du diaphragme de celui-ci et du capteur. Lorsque le diaphragme est fort ouvert, il se peut que vous constatiez un assombrissement. Les rayons ont du mal à atteindre la périphérie du capteur. En fermant le diaphragme, le trajet des rayons lumineux est légèrement modifié et le vignettage disparaît progressivement. De nouveau, certains sites comme DxOMark par exemple vous renseignent sur l'effet du vignettage en fonction de l'objectif, du diaphragme et du capteur équipant l'appareil sur lequel est placé l'objectif. Ceci étant dit, revenons à ce qui nous intéresse, à savoir le crop factor. Sur ce schéma, l'intérieur du cercle représente les rayons traversant notre objectif 24 mm et l'intérieur du rectangle représente l'image capturée par un capteur full frame. Observons maintenant ce qui se passe si je garde un objectif 24 mm, mais cette fois-ci sur un capteur APS-C. On constate directement que faire une photo avec le même objectif ou la même focale sur un capteur différent modifie le cadrage. En réalité, plus le capteur est petit, plus l'angle de champ est étroit. Notez que les propriétés d'un objectif dépendent uniquement de sa focale et restent donc identiques peu importe la taille du capteur. Un 50 mm est toujours un 50 mm, que ce soit en full frame, APS-C ou autre format de capteur. Seule la portion de lumière capturée est plus étroite. Affichons les différentes tailles de capteur dans le cercle image. Comme vous le constatez, plus le capteur est petit, plus le cadrage est serré. On dit que l'image est recadrée. En anglais, le verbe crop signifie recadrer. C'est de là que vient le terme crop factor que l'on peut traduire par facteur de recadrage. Le crop factor est un ratio entre les différentes tailles de capteur. Ce dernier est calculé par rapport à la diagonale du capteur de référence qui est le full frame. La diagonale d'un capteur full frame 24 x 36 mm mesure 43,3 mm et son crop factor est fixé à 1. Sachant qu'un capteur 4/3 représenté ici en bleu ciel a une diagonale de 21,64 mm, son crop factor est donc de 43,3 mm divisé par 21,64 mm égale 2. On peut aussi en déduire que la surface d'un capteur 4/3 est valeur crop factor exposant 2 égale 4 fois plus petite que la surface du capteur référence full frame. Autrement dit, il vous faut 4 capteurs 4/3 pour couvrir la surface d'un capteur full frame. À chaque capteur est donc associé un multiplicateur appelé crop factor. Ce dernier est utilisé pour connaître la focale qu'il me faut pour obtenir le même cadrage qu'avec un capteur full frame. Mon capteur full frame étant équipé d'un objectif 24 mm, pour obtenir le même cadrage sur un autre capteur, je divise la focale par le crop factor, ce qui me donne donc 24 divisé par 1,5 égale 16 mm pour un APS-C Nikon.
Gardez à l'esprit qu'en changeant de focale, je garde le même cadrage mais je modifie les perspectives vu que les propriétés des objectifs changent en fonction de la focale. Notez que si je souhaite obtenir le même cadrage sans modifier la focale, il suffit que je recule, mais ceci aura un autre impact important. En m'éloignant du sujet, je modifie l'étendue de la zone de netteté autour de celui-ci. Autrement dit, la profondeur de champ est différente. Dans ce cas-ci, elle est plus grande. Le coefficient crop factor est aussi utilisé pour connaître ce que l'on appelle la focale équivalente. Autrement dit, quelle est la focale équivalente full frame par rapport à un objectif sur un capteur différent de mon capteur référence. Pour la connaître, il me suffit cette fois de multiplier la focale par le crop factor. Par exemple, un objectif APS-C de focale 24 mm a une focale équivalente à 24 x 1,5 égale 36 mm sur un full frame. Voilà pourquoi certains photographes animaliers par exemple travaillent en APS-C. Cela leur permet d'avoir un objectif qui cadre plus serré que sur full frame. Un zoom 70-300 sur APS-C Nikon donnerait une focale équivalente à un zoom 105-450 sur full frame. Ce même zoom sur APS-C Canon donnerait l'équivalent d'un 112-480. Autrement dit, si j'ai un capteur full frame, il me faut un objectif de plus de 400 mm pour obtenir le même cadrage qu'avec un objectif 300 mm sur APS-C. Et ceci a un coût non négligeable. Sachant cela, voilà pourquoi on trouve des petits capteurs avec d'énormes zooms. Le crop factor élevé de ces petits capteurs donne une focale équivalente importante. Et à contrario, voilà aussi pourquoi il n'y en a pas équipé de très grands angles. Les contraintes de construction des optiques ne le permettent pas. Vous êtes maintenant en mesure de choisir une focale d'objectif qui vous donnera le même résultat en termes de cadrage que sur le capteur référence full frame, et de déterminer la focale équivalente si vous ne changez pas d'objectif. Vous connaissez aussi les impacts que cela peut avoir. Attention que sur certains objectifs, on trouve les valeurs de focale équivalente full frame et non les focales réelles. Le crop factor n'a maintenant plus de secret pour vous. Pour compléter ce tutoriel, je vous invite vivement à regarder les vidéos sur l'objectif et sur le capteur. Je vous remercie d'avoir suivi ce long tutoriel et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.